Bon dimanche, mesdames et messieurs, très heureuse de vous retrouver pour la rétrospective de la semaine. Ce dimanche, alternance oblige aussi à Congo Web Télévision. La semaine dernière, nous avons reçu un membre de l'AMUCA. Aujourd'hui, nous allons recevoir un membre du FCC. Il est membre du Conseil national du PPRD, communicateur de cette plateforme et député national honoraire. Avec Dieudonné Mwende, nous allons, comme à l'accoutumée, décortiquer le temps fort de l'actualité de cette semaine. Très heureuse donc d'être avec vous, Dieudonné Mwende. Merci bien, madame, pour l'invitation. Communicateur du FCC, donc un peu la bouche autorisée de cette plateforme. Nous voulons un peu savoir, parce que j'ai lu chez Stani Boujakera, merci à toi parce que les informations de actualité.cd coulent à la minute, que le président honoraire aussi avait appelé les ministres à Kingakati juste après le conseil des ministres tenu le vendredi. Est-ce vrai? Est-ce qu'il y a une réunion à Kingakati cette semaine, ce samedi? Madame, je crois qu'il faut dire les choses convenablement. Il ne faut pas qu'on se focalise simplement sur une rencontre d'une journée. Les ministres qui sont membres du gouvernement sont membres du FCC. Je parle du moins des 65 qui sont là-dedans. Je ne sais pas de 65%. Les 65% sont des membres du FCC et ils reconnaissent comme autorité morale Joseph Kabila, qui est autorité morale, notre chef au FCC. Donc, ces ministres sont en fonction, bien sûr, mais ils ne sont pas dans leur cabinet 24 heures sur 24. Donc, à tout moment, lorsqu'ils ont la possibilité de se retrouver pendant les heures de repos, ils ont également la possibilité, les loisirs, de rencontrer leur chef. De rendre compte, c'est ça? Des fois pour se ressourcer. Non, oui, se ressourcer, c'est vrai, il y a un beau parc là-bas à Kingakati, on le sait, mais ce n'est pas pour rendre compte de ce qui se passe, faire un peu le mouchard. Moi, j'aime bien taquiner un peu. C'est un problème de terminologie. Madame, rendre compte ou recevoir des instructions, je crois que c'est un problème de terminologie. Il faut le dire clairement. Je crois que ce n'est pas un sujet tabou. Les membres du CACH qui sont au sein du gouvernement rendent compte de leur gestion à leur famille politique. Il en est de même pour les membres du FCC. On ne va pas interdire aux membres du FCC qui sont politiquement au sein du gouvernement, représentant leur famille politique qui est le FCC, de ne pas un jour rencontrer leur chef politique et lui faire compte ou bien lui rendre compte de l'évolution au sein du gouvernement. Est-ce qu'il n'y a pas, mais pourvu que tout ça aille dans le sens de servir l'intérêt. Est-ce qu'il n'y a pas bicéphalisme au sommet de l'État? Non, je ne pense pas qu'il puisse y avoir bicéphalisme, mais ce qu'il faut seulement retenir, c'est que nous sommes dans une expérience inédite qui n'est pas comme celle de 2006 ou de 2011, par le fait que le peuple, qui est l'électeur de décembre 2018, a décidé de confier la présidence au CACH et la majorité parlementaire au FCC. Et cette cohabitation fait qu'à un certain moment, les gens sentent qu'il y a une sorte de bicéphalisme. Sinon, il n'y en a pas. Il y a simplement une coalition entre deux familles politiques qui ne peuvent pas nécessairement réfléchir de la même manière. Ok, nous allons parler de cette coalition lors du deuxième sujet. Nous allons commencer, mesdames et messieurs, par l'an 1 de l'alternance. Notre rédaction, comme à l'accoutumée, réfléchit à haute voix sur c'est l'an 1 de l'alternance. Est-ce que vraiment le bilan est positif, le bilan est négatif, le bilan est mitigé? Puisque déjà la presse étrangère, puisqu'on a l'impression que les Congolais font beaucoup plus confiance à la presse étrangère, et bien la presse étrangère a déjà dit, une certaine presse étrangère a déjà qualifié cette alternance de mi-réussite, mi-échec. Donc la population aussi a réagi par rapport à cette année qui s'est déroulée, cette première expérience, comme le dit si bien Dieudonné Mwende. Nous avons tendu notre micro à notre population qui suit régulièrement Congo Web Télévision et Info 7 et ils vont vous donner leur point de vue. Premier point, premier sujet, s'il vous plaît. C'était un certain 24 janvier 2019 lorsque Félix Tshisekedi recevait les insignes du pouvoir de son prédécesseur Joseph Kabila. C'est un jour que beaucoup de Congolais ont vu un rêve se réaliser, l'alternance. Un candidat issu de l'opposition, fils d'un opposant historique, succède à un fils d'un rebelle.
Tous les pays l'acceptent. Pas de contestations populaires, pas de meutes, encore moins des violences post-électorales. L'espoir d'un Congo meilleur était permis. Pourtant, l'alternance est arrivée sans effacer le système Kabila que les Congolais ont décrié car, disait-il, source de malheur pour eux. Or, avant qu'il quitte le pouvoir, Joseph Kabila avait insisté dans son discours d'adieu sur les mots « coalition pour éloigner des tractations politiques, la cohabitation ». Une année après, on pouvait s'en rendre compte, la coalition FCC-Cash, proposée pour satisfaire aux attentes des Congolais, n'aura été ni une panacée, encore moins un palliatif. Cette coalition se révélait être une mise ensemble d'adversaires politiques qui jadis s'affrontaient de loin pour un combat au corps à corps. Les nostalgiques se battent pour conserver leurs intérêts dans un Congo qu'ils ont considéré comme un bien privé, et les nouveaux venus cherchent à se frayer un chemin dans une toile d'araignée pour servir le peuple congolais. Bloqués à gauche, bloqués à droite, ils se sentent presque étouffés. Cash pense tout de suite à la solution, dissoudre l'Assemblée nationale. FCC s'interpose, pas question. Pendant ce temps, les actions sociales en faveur de la population sont bloquées. C'est dire que l'espoir qui est né de l'alternance partielle aura été faux. Félix Tshisekedi est-il éternellement condamné? Que non. Le référendum populaire pourrait les sauver des griffes du FCC. 24 janvier 2019, 24 janvier 2020. Cela fait une année depuis que Félix Tshisekedi est à la magistrature suprême. Les Kinois interviewés dans la capitale congolaise ont salué les différentes actions menées par le président de la République sur le plan social et sécuritaire. Oui, félicitations à FRDC Nabiso. En tout cas, ils ont fait un bon travail. Reconnu mondialement que Basel vraiment le moko ya bien. Aussi on ba kende tina suka bazon sa bato na Rwanda. Ye aume la wana salaka wana. Bana na biso batanga ba classe ofele to sepela depuis mokili banda to mona noté. Bana batanga classe ofele bon, ils na ba parents musu balongo pe ba dépenses baza pe à l'aise bon, tout continuer ka ba tchepso ba vie sociale ba transport qui ta moto qui ta. C'est comme ça que la vie est bien que ce qui moi no bi mutuka muta sala kuluna azate. Sur le plan politique, ces Kinois demandent au chef de l'État d'accomplir sa promesse faite au peuple congolais, celle de déboulonner l'ancien système. Contrairement à ceux qui ont félicité quelques réalisations de Félix Tshisekedi durant ses 12 mois à la tête du pays, cette dame a quant à elle remis tout en cause. Musala ezate eloko moko ezate boko futa batute. Siko bino bobimisi ba soda na nzela po ba benga na bato. Eloko ni tozo sala. Boko tia batu na pasi to boko tia batu na bisema. Banda Félix akota to mona eloko te. Eloko te. Aunir nanu ba soda da kofuta bino botile lo bazwi nanu eloko ngote. Ba uti ko kabola biloko ba soda ngamo ko na misu na na moni soda moko zo soso moko. Ba policier kutu ba boyi. Na ba FARDC ba uti pesa bango kala mingi te awo. Il s'y est rappelé que la République démocratique du Congo avait vécu un jour historique le 24 janvier 2019 à travers une passation du pouvoir entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Dieudonné Mendy, cette journée du 24 janvier est vraiment passée dans la méditation. On se rappelle le tollé soulevé par l'affaire 6 millions de dollars à l'époque, il y a quelques mois. Les 6 millions devaient en tout cas être là, ou en tout cas on devait défalquer ou faire sortir 6 millions à l'époque pour les manifestations. Mais avec la force des réseaux sociaux, les tollés soulevés, le 24 janvier est passé dans la méditation. Pour vous, Dieudonné Mendy, cette rêve d'alternance, est-ce que les Congolais vivent ça aujourd'hui? Madame, il faut confirmer une chose, c'est que réellement il y a eu alternance en date du 24 janvier 2019. Le pouvoir est passé de l'ancienne majorité vers l'ancienne opposition. Ça, c'est ça l'alternance politique. C'était inattendu d'ailleurs, comme je disais, il s'agit d'une nouvelle expérience et les deux forces se sont mises ensemble pour pouvoir co-gérer le pays. En dépit de tout ça, il s'agit d'une alternance.
Aujourd'hui, nous n'avons plus cette majorité présidentielle de 2006 ou de 2011. Nous avons une coalition qui gère le pays. Il s'agit d'une alternance. Est-ce que les Congolais se retrouvent dans cette alternance? Je crois que là, il s'agit d'une autre question. Le bilan, peut-être. Mais les gens disent, nous gagnons le temps avec la télé, c'est le temps. J'espère poser toutes les questions, parce qu'il y a beaucoup de questions. Les gens ont dit que je recevais des Dieudonné Mwanza. On sait comment vous êtes un grand parleur, un grand tribun, donc je dois vraiment gagner le temps. Est-ce que cette alternance n'était pas une alternance de façade? Parce que quand je suis Martin Fayulu, par exemple, qui dit que non, Kabila Latisika Kafachi, en fait, Fathi ou Kabila se cache derrière Fathi, en fait. Donc c'est Kabila qui règne. Mais les gens le disent. C'est Kabila le chef. Non, madame. Fathi n'est que là pour jouer un rôle. Je ne voudrais pas, comme vous l'avez dit, je ne voudrais pas revenir sur les propos de ceux qui sont dans l'opposition aujourd'hui. Ils ont le droit le plus légitime de qualifier comme ils veulent l'actuelle alternance politique. Mais s'ils disent qu'il s'agit d'une alternance de façade, je ne suis pas d'accord. Dans ce sens que si c'était réellement cette alternance de façade, nous serons pratiquement en train de nous embrasser entre le CACH et le FCC. Mais je crois que nous allons y arriver. Nous ne nous embrassons pas tel que les gens pensent. Et lorsque l'on pense qu'il faut dissoudre le Parlement ou l'Assemblée nationale, mais on dissout les députés de quelle famille politique? Il faut le dire clairement. Il s'agit essentiellement des députés du FCC. Qu'on veut abattre, et vous pensez que vraiment là il y a une alternance de façade? Non, je crois il faut dire les choses clairement. Il ne faut pas que les gens aussi poussent le FCC et le CACH à pouvoir s'entrer tous les jours, c'est-à-dire s'entre-déchirer tous les jours pour que ça montre à la face du monde qu'il n'y a pas eu une alternance de façade. Non, il y a eu réellement une alternance. Aujourd'hui, nous vivons les couacs, d'ailleurs, entre les deux familles, même si elles ont décidé de vivre dans une sorte de coalition, mais cette coalition est en train de battre de l'aile de temps en temps. Vous le savez, c'est seulement pour dire que nous ne réfléchissons pas nécessairement et à tout instant de la même manière. À un certain moment, nous avons ces velléités et ces réflexes d'avant 2018 ou 2019 et nous pensons que nous restons toujours majorité opposition alors que nous sommes le côté social, beaucoup disent qu'il y a quand même des avancées comme l'école gratuite à l'enseignement primaire. Il y a eu beaucoup de choses, il y a eu des crispations de l'espace politique en République démocratique du Congo. Beaucoup d'opposants de l'époque sont rentrés, comme Frère Moïse Katumbi et les autres, mais le plus grand problème est que le président de la République, jusqu'à aujourd'hui, n'est pas arrivé à déboulonner le système Kabila. Beaucoup le disent qu'il avait dit lors de ses voyages qu'il n'a pas peur, qu'il est là pour déboulonner le système. Et beaucoup disent non, le système est encore très vivace, le système est très vivant. Est-ce que pour vous, de ce côté-là, Dieudonné Mwanza, si on vous disait de retracer un peu le bilan pour vous, quelles sont les avancées, quels sont les ratés de ce l'an 1 de l'alternance? Oui, avant de passer au bilan, à une sorte de bilan, s'il faut le dire comme ça, mais je voudrais entendre ce que vous voulez appeler système Kabila, ça veut dire quoi? Je crois que ça, ce sont des termes généralement qui choquent. Il n'y a pas de système Kabila d'un côté et de système Tshisekedi d'un côté. Il y a un système de gouvernance qui existe, qui a été établi mis en place par la coalition. Ah non, mais à l'époque c'était animé par Kabila, ce système. C'est ça le terme qu'on emploie, c'est le système Kabila. Aujourd'hui nous sommes dans le système Tshisekedi, c'est comme on dit administration Obama, administration Trump. L'administration ça se comprend, il faut pas parler du système. Si on peut dire administration. L'administration ça se comprend. Si vous m'aviez dit qu'il s'agissait de l'administration Kabila, je pouvais. Oui, mais peut-être, parce que le président a dit qu'il veut venir développer le système. Donc non, je crois que ça a été expliqué par l'auteur de cette phrase lui-même quand il était rentré au pays. Je crois qu'il avait expliqué ce qu'il n'entendait pas déboulonner le système. Il faut qu'on ait la compréhension convenable. Bon, mais qu'à cela ne tienne, je vais passer au bilan. Aujourd'hui, je crois que vous avez effleuré quelques aspects de ce bilan, surtout sur l'aspect politique et l'aspect social. Aujourd'hui, nous n'avons plus de prisonniers d'opinion ou les prisonniers politiques tels qu'on entendait autrefois. Mike Mukebaye est là. Oui, il est aussi parmi les... je ne reviens pas sur cet exemple. Cet exemple est revenu après, dans
ce système de gestion, mais à l'alternance, au moment de l'alternance politique, il y a des cas que l'on appelait emblématiques et des cas de prisonniers d'opinion et politique qui aujourd'hui n'existent plus. Exactement. Vous avez les noms, et ces gens sont tous en liberté pratiquement. Le cas de Moukébaï, je ne voudrais pas y répondre. Il y a ceux qui pensent qu'il s'agit d'un prisonnier politique ou d'opinion. Il y a aussi d'autres qui pensent qu'il s'agit d'un prisonnier de droit commun. Je ne voudrais pas revenir parce que du moins nous savons qu'il existe un plaignant dans cette cause. De Moukébaï, et ce plaignant n'est pas l'État congolais, ce plaignant c'est un concitoyen congolais comme tout le monde, donc et il ne faut pas qu'on fasse du méli-mélo. Vous connaissez le plaignant, ceux qui nous suivent connaissent bien le plaignant. Alors sur le plan social, je crois qu'il y a un problème, et même sur le plan sécuritaire. Je voudrais commencer par le plan sécuritaire. À l'est du pays avec Béni, je crois que l'insécurité, les poches de résistance sont encore là. Les efforts sont déjà fournis, puisque on a même déplacé l'état-major de nos FARDC, et les efforts sont en train d'être fournis. Il y a des camps, des ADF-NALU qui sont en train de tomber, des villages tombent qui étaient sous leur contrôle, ce qui fait que les choses avancent bien, et nous espérons que nous allons pouvoir anéantir totalement ces forces négatives qui ont sémé la désolation à l'est du pays. Mais pour ce qui concerne le social en général, vous parlez bien de la poursuite de la gratuité de l'enseignement de base, c'est-à-dire qu'il va de première année jusqu'en sixième, en huitième primaire, la première en fait, et la deuxième secondaire autrefois, qui sont septième et huitième année pour l'enseignement de base. Et je crois qu'il faut encourager, mais tout ne marche pas comme sur des roulettes. Comme ce qu'a dit la dame, tout à l'heure. Oui, tout ne marche pas comme sur les roulettes. Et j'ai suivi le cri de détresse de cette dame, notre compatriote congolaise. Il y a encore beaucoup de quoi, qu'il y a encore beaucoup de problèmes. Occasionnés par le FCC, selon une certaine opinion, qui disent que le président est bloqué à gauche, bloqué à droite par le FCC. D'ailleurs, Dieudonné Monza, j'ai suivi presque le droit de réponse, je peux m'exprimer ainsi, du ministre des Finances par rapport à l'attaque de Vital Kamerhe, par rapport au ministre des Finances. Donc, sur cet aspect, madame, mais j'ai terminé d'abord avec l'aspect social en ce qui concerne la gratuité de l'enseignement. Il y a encore des petits problèmes qu'il faut régler, puisque, vous savez, lorsque l'on entame des mesures de réforme, il faut savoir en même temps envisager les mesures d'encadrement. Aujourd'hui, là, nous avons, je crois, un problème avec les mesures d'encadrement, puisque parmi tous ces enseignants qui donnent cours à nos enfants, tous n'étaient pas payés par l'État congolais. Il y a ceux-là que l'on a appelés les non-payés, les LP, il y a ceux-là que l'on a appelés les nouvelles unités, les NEU, mais qui n'obtenaient rien de l'État congolais. Comment vivaient ces enseignants qui donnaient cours? Ils vivaient essentiellement de cette contribution des parents. Bon, lorsque l'on dit on met une croix sur cette contribution des parents, ça veut dire qu'il faut trouver une autre solution alternative que pour que l'on puisse satisfaire ces non-payés. Le FMI ou la Banque mondiale. Je crois que là, il y a un problème. Mais il y a aussi un problème de ce que nous vivons aujourd'hui comme engorgement des classes dans ce degré d'enseignement, dans ce sens que l'on a voulu stimuler pour que tous les enfants des Congolais puissent fréquenter l'école de base, mais peut-être que les salles de classe n'ont pas suivi en termes de grandeur ou en termes de nombre, mais il faut aussi veiller à la qualité. Puisque lorsque l'enseignant n'est pas motivé convenablement, je crois qu'il y a un problème de qualité et qui risque d'en pâtir. Vous avez des écoles, par exemple, dans des villes, des grandes villes comme Kinshasa, comme ou ailleurs, où lorsque les parents contribuaient, l'enseignant s'est retrouvé à la fin du mois facilement avec $500, $600. Mais aujourd'hui, lorsqu'on dit que stop aux parents, vous ne pouvez plus contribuer, mais l'État doit savoir plus ou moins substituer la même valeur, ce qui n'arrive pas. Est-ce qu'aujourd'hui l'État est en mesure de payer aux mêmes enseignants de Boboto, de Bobokoli, d'un peu partout, de Twendele à Lumbashi ou partout à Imara? Est-ce qu'aujourd'hui l'État congolais est en mesure de payer plus ou moins la même enveloppe? Je crois que ça pose problème. Je crois que lorsque ces enseignants ne sont pas dans les mêmes conditions d'avant la gratuité de cet enseignement de base, je crois que ce qui est exposé comme victime, c'est la qualité de l'enseignement. Et c'est ça que par rapport à mais lorsque vous revenez à la réaction du ministre de Finances, oui. Je crois qui a dit que vous pouvez qualifier ça comme vous voulez, mais je crois qu'il avait aussi droit de pouvoir informer l'opinion par rapport à sa gestion. Plusieurs fois. Parce que c'est lui qui bloque. Parce qu'on dit que c'est vraiment lui la tête qu'il faut couper au gouvernement parce qu'il ne veut pas débloquer l'argent, il ne veut rien faire en tout cas par rapport à plusieurs fois, ce membre du gouvernement a été attaqué.
Il est vrai qu'il est membre du FCC, mais je ne suis pas son porte-parole. Mais je voudrais simplement dire que à maintes reprises, il s'est vu attaquer. Rappelez-vous que même lorsque le chef de l'État prononçait son discours d'État à la nation devant le Congrès, où les deux chambres réunies en Congrès, il est revenu sur ce membre du gouvernement, ministre des Finances. Et il était important que lui aussi donne un plus que sa voix pour que l'on comprenne qu'est-ce qu'il veut dire exactement. Et à maintes reprises également, le directeur de cabinet du chef de l'État est revenu pour charger ce membre du gouvernement. J'ai suivi sur une radio périphérique où, dans son interview, il est revenu plusieurs fois sur le membre du gouvernement. Je crois qu'il est important que lui aussi puisse donner sa voix, et notamment sur cette fameuse lettre qui assure qu'il est. Je crois qu'il faut qu'on le dise. On dit de manière brute que le ministre des Finances a refusé que les banques commerciales puissent octroyer des prêts. Quand on s'arrête là-bas, c'est dangereux. Madame, il faut le dire ouvertement. Et la lettre, je crois que vous l'avez lue, je sais que vous êtes internaute de grande taille, et c'est clair, le ministre des Finances ne s'arrête pas là-bas. Il parle bien des prêts sollicités par des institutions publiques et des entités territoriales décentralisées auprès des banques commerciales. Mais c'est au vu de l'expérience, moi je peux vous dire sincèrement que j'ai vu des gouverneurs qui ont contracté des dettes dans ce pays, dans ce système de décentralisation, mais on ne sait même pas comment ils ont utilisé ces prêts obtenus de banques, et aujourd'hui ce sont les successeurs qui sont en train de les payer, et ils ne peuvent pas expliquer autrement, puisque nous sommes dans ce principe de continuité du pouvoir. Donc vous comprenez qu'à un certain moment, il faut savoir gérer les choses convenables, mettre la barre là où il le faut, et savoir comment gérer les ambitions en termes d'argent des uns et des autres, pour que ces entités ne puissent pas être une charge pour l'État congolais, mais que ça soit cette politique qui permet à ce que nos entités il s'agit d'un vol, mais un vol masqué et un vol maquillé, puisque vous êtes dans une entité territoriale où le responsable numéro 1, c'est celui-là qui engage l'entité, mais lorsqu'il a sollicité un prêt et qu'il l'a obtenu auprès de cette banque commerciale, son utilisation pose problème en termes de contrôle, puisque vous connaissez la capacité de contrôle de nos assemblées locales ou assemblées de base, pratiquement des assemblées provinciales, qui ne contrôlent presque plus de manière convenable leurs exécutifs. Nous allons continuer. Je crois qu'il était important qu'on puisse avoir le son de cloche du ministre des Finances. Donc, deuxième condensé, mesdames et messieurs, nous allons parler enfin de cette coalition, parce que beaucoup m'ont dit de poser à Dieudonné Mouindé, est-ce que nous ne sommes pas déjà dans une cohabitation de fait? Je vais lui poser cette question. Et ensuite, comme toujours, nous sommes dans une coalition politique. Une cohabitation de fait, je vais vous poser la question. Et notre population réagit encore et évalue un peu cette coalition FCC-Cash. Quelques Kinois interrogés dans les rues de Kinshasa évaluent négativement la coalition FCC-Cash. Selon eux, cette union ne favorise pas l'avancement positif du pays, vu le comportement qu'affichent certains membres du gouvernement émanant du FCC. Le FCC fait des courses pour le pouvoir. Il cherche à revenir au pouvoir en 2023. Mais il ne peut pas donner la chance au président de la République de réussir. C'est là où il y a un problème. Cela veut dire que la coalition ne peut pas marcher jusqu'en 2023. S'il faut régler, je crois qu'il y a des choses qu'il faut régler. Ça ne va pas. Avec cette coalition, ça ne va plus. Au début, c'était bien. Ils avaient les mains totalement ouvertes pour que l'autre aille de l'avant. Mais au milieu ici, ils ont compris que ces messieurs risquent de récolter un succès inégalable. S'ils sentent toujours que le FCC est en train de bloquer, parce que le seul élément que le FCC est en train de brandir, c'est sa majorité. S'ils sentent qu'il est toujours bloqué, il va dissoudre. Nous sommes pour la dissolution de l'Assemblée nationale. Ces Kinois soutiennent que la formation du gouvernement de coalition est à la base de la crise sociale au pays. Ils invitent par ailleurs le chef de l'État à s'assumer. Avec les 100 jours, le président a essayé d'impulser ce qui était de lui pour faire voir à la population que je suis prêt de travailler. Mais quelque part, quand tu as le gouvernement, maintenant tout est bloqué. Pourquoi est bloqué? Parce qu'ils ne veulent pas achever ce que le président a commencé dans les 100 jours. C'est là où il y a un problème maintenant. Le président doit s'assumer. Il est le président de la République. Il doit faire violence parce qu'il est le président.
il doit répondre à la population ce qu'il avait promis. C'est ça le vrai problème du président de la République. Il est le garant de la nation. Il engage les pays. Je suis libre de mettre mon avis. Moi, je crois, si moi j'étais Félix, moi à sa place, je ne mets à voir la ligne où vont les choses. Les faillots, les consorts ne seront plus à négliger. Moi, je crois qu'il y a des choses qu'on peut arranger ensemble pour que ce pays aille de l'avant. Notons qu'avec les dires du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi à Londres, certains Congolais de la capitale espèrent à une prise de conscience de ceux qui gouvernent le pays. Dieu de mon Dieu, vous avez senti un peu la colère de cette population, parce que de toutes les façons, vous gérez pour cette population. Beaucoup ont dit, toute la faute aujourd'hui, je reviens, c'est le FCC. C'est le FCC qui bloque, c'est le FCC qui veut revenir en 2023, vous l'avez suivi. Le FCC se bat pour garder la majorité, le FCC veut que le chef de l'État échoue, d'abord par rapport au programme de 100 jours, Séléagui ne veut pas débloquer l'argent et tout ça, donc aux autres, il trop. Donc, c'est vous ne voulez pas la réussite du chef de l'État. Madame, je crois que vous avez évoqué tout à l'heure la réplique ou les éléments de réponse du ministre ça, des Finances. Je sais. Je ne voudrais pas y revenir. Vraiment, vous pensez qu'un ministre des Finances comme celui-là peut résister devant une exigence de pouvoir débloquer l'argent du trésor public face à un premier ministre et face au président de la République? Je ne pense pas. Et si l'injonction vient de Kabila lui? Non, ça ne peut pas venir. Ce sont des rumeurs, madame. Ce sont des rumeurs. Je vous ai dit tout à l'heure, et je vous ai entendu le dire, un peu comme un regret, je suis de ceux qui suivent les médias congolais et la presse locale. De temps en temps, j'entends cette rhétorique de dire le FCC bloque. Le FCC ne peut pas bloquer. En quoi le FCC peut bloquer? Et pour quel avantage, quelle finalité le FCC peut bloquer? Nous avons choisi d'être en coalition. 2023. Non, s'il vous plaît. Revenir en 2023. Mais si nous bloquons, comme vous le dites, nous n'avons pas la garantie de revenir en 2023. Puisqu'en principe, pour revenir en 2023, il faut que ce quinquennat puisse être une réussite. Mais lorsque nous bloquons, nous voulons... Ça sera l'avantage de... Ça sera l'avantage de Félix-Antoine Tshisekedi. Non, c'est ce que j'ai dit. La gestion n'est pas simplement entre les mains de Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, qui gère le pays? Ce n'est pas le président de la République seul. C'est d'abord et avant tout le gouvernement de la République. C'est pour cela que la Constitution prévoit que pour ce qui concerne la gouvernance du pays, celui qui est responsable devant les élus du peuple, devant l'Assemblée nationale, c'est le Premier ministre. C'est-à-dire que le pays est d'abord géré essentiellement par le gouvernement de la République. Et dans ce gouvernement, le FCC a une grosse part. Rappelez-vous, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons à peu près 65% de ministres. Et vous pensez qu'avec notre taille de 65% de ministres au sein de ce gouvernement, nous puissions, et puis en plus de cela, nous avions joué à ce que, selon la Constitution toujours, nous puissions avoir un Premier ministre, donc celui qui dirige aujourd'hui l'action gouvernementale était membre du FCC, que nous puissions comme ça, allègrement décider de bloquer l'action gouvernementale. Pour quel intérêt? Mais vous avez ça veut dire, madame... Vous avez suivi le chef de l'État qui a dit que cette fois-ci, s'il y a des ministres qui ne sont pas sur sa vision, il va les écarter. Madame, si je réfléchis convenablement avec ce que j'entends de l'opinion et de certaines presses, ça veut dire que nous sommes ces mères qui acceptent de tuer leur bébé. Et nous ne pouvons pas, puisque ce gouvernement, c'est notre bébé. Ce gouvernement est issu de la majorité parlementaire. Et cette majorité parlementaire est composée largement par des députés. Vous basez sur cette majorité. C'est parce que vous avez cette majorité que vous vous permettez de faire n'importe quoi. C'est ce qu'a dit ce compatriote. Non, c'est ce qu'a dit ce compatriote. Sur ces accusations. Mais non, on fait cette émission pour eux. Vous devez répondre à cette population. Nous sommes là aussi pour éclairer l'opinion. C'est ça, vous êtes une élite. Éclairer cette population. C'est à cause de cette majorité. C'est pour cela que vous comportez comme ça. C'est pour cela que j'ai dit que madame, nous ne pouvons pas avoir l'intérêt à créer un blocage vis-à-vis de ce gouvernement, puisque ce gouvernement est essentiellement d'abord le gouvernement du FCC cache, et dans une certaine mesure, c'est essentiellement le gouvernement du FCC, puisque celui qui dirige le gouvernement, il est du FCC, et dans la composition du gouvernement, nous avons plus de 60% de ministres et de membres du gouvernement. Donc c'est vous dire que nous avons intérêt à ce que ça puisse réussir, et si réellement l'intention que nous prête certaines opinions pour dire que nous voulons rentrer en 2023, mais si cette
intention est fondée, c'est que nous avons tout intérêt à ce que ce gouvernement réussisse, puisque le bilan de ce gouvernement, de cette gestion pendant ce quinquennat, sera revendiqué par nous tous. Nous sommes comptables vis-à-vis de notre peuple, vis-à-vis de notre peuple, par rapport à ce bilan. Donc nous avons tout intérêt à travailler dans le sens d'améliorer le vécu de notre population afin que nous puissions revendiquer ça en 2023 et prétendre revenir. Donc je vois que c'est une allégation qui ne marche pas. Qui m'a dit de poser carrément cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, Dieudonné Mounzé, nous ne sommes pas dans une cohabitation de fait? Parce que la coalition, il y a trop de quoi. Depuis une année, je crois que vous êtes... peut-être à la 4e ou la 5e crise depuis que vous êtes en coalition aujourd'hui. Qu'est-ce que vous appelez crise, madame? Mais tout ce qui se dit... ça de quoi que tout à l'heure. Donc c'est pas une crise. Ce sont des petites difficultés qui existent dans toute famille. Quand le chef de l'État se plaint de vous dire que non, il y a des gens mal intentionnés qui ont déjà des signatures, qui ont déjà des lettres de démission, qu'on fait des pressions. Mais ce madame peut se plaindre que papa ou l'enfant ne fait pas convenablement ce que j'attends de lui. Ça, ce sont des difficultés inhérentes à toute famille humaine. Je crois que ça ne peut pas être exacerbé pour qu'on dise qu'il s'agit d'une crise. Non, ce sont de quoi? Ce sont des frottements qui sont dus au fait que ces deux familles ont vécu pendant longtemps de manière telle que l'une était opposée à l'autre. Et lorsque par la force des choses, j'ai parlé bien du scrutin de décembre 2018, on oblige ces deux familles de vivre ensemble. N'attendez pas que ces deux familles s'embrassent tous les jours, que ces deux familles puissent avoir des élans à pouvoir se caresser tous les jours dans le sens de poil. Non, ça peut arriver que des réflexes d'antan puissent revenir et que ces familles puissent se tirailler. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Mais lorsque vous voyez nos leaders, qui doit vous remettre tout ça? Lorsque vous voyez nos leaders, je vois le chef de FCC, le chef de Cash, mais ces deux chefs sont en harmonie. Tous les jours ici, ils se rencontrent. C'est vrai. Vous avez donné l'exemple d'une famille. Prenez l'exemple de mariage. Papa, maman, c'est Chama. Il y a des parrains toujours pour régler la situation. Pour la coalition FCC Cash, qui est le parrain? Qui vous êtes quand il y a des quoi comme ça? C'est les deux chefs de l'État qui vous mettent ensemble? Les deux chefs sont responsables. Nous n'avons pas besoin d'avoir de parrain. Ce n'est pas nécessairement le mariage tel que vous le dites. Vous avez un parrain, vous avez quelqu'un en dehors qui doit nécessairement venir donner des conseils. Mais cela n'empêche pas que nous puissions recevoir les conseils de n'importe qui que ce soit. Mais essentiellement, lorsque nous sommes en difficulté, ce sont ces deux chefs qui se rencontrent, qui se parlent et qui balisent le chemin pour le futur. Je crois que c'est ce qui est important. Mais je pense qu'il faut aussi avouer que le chef de l'État actuel, Félix Tshisekedi, s'assume convenablement, contrairement à ce que j'ai dit. Beaucoup de disent qu'il s'assume pas. Il s'assume pas. Puisqu'à maintes reprises, toujours en Europe, je prends un de ses discours, où il dit qu'il est libre de son action, il n'a jamais été bloqué. Il l'a dit. Vous êtes de la presse, vous le savez. Il a dit qu'il n'est jamais empêché, mais par contre, l'ancien chef de l'État lui sert des réserves pour des conseils et des orientations lorsqu'il a besoin de l'expertise. Il a dit, et je crois qu'il faut faire foi à ce qu'il dit. Donc aujourd'hui, il s'assure convenablement comme président de la République, mais les couacs entre les deux familles ne manquent pas, et ça nous le répondons. Une question avant vraiment que je passe dans le plus grand dossier qu'on attend aujourd'hui, c'est le job description. Mais je voulais dire quelque chose sur la cohabitation. Je voulais dire quelque chose. Coalition. Oui, cohabitation selon vous, ou coalition, selon ce qui existe. Je confirme qu'il existe une coalition politique qui gère le pays entre les deux familles politiques, FCC Cash. Il ne s'agit pas d'une cohabitation. Puisque, comme exemple, lorsque l'on parle d'une cohabitation, il s'agit de deux familles qui acceptent de cohabiter, mais tout en ne coalissant pas. Et lorsque l'on cohabite simplement, nous ne devrions pas avoir un gouvernement où vous avez les ministres du FCC par exemple et les ministres du Cash. Nous devrions laisser à la majorité parlementaire de constituer son gouvernement et la présidence devait rester à part pour constituer sa présidence. Aujourd'hui, comme nous le disons, quand vous allez à la présidence, vous n'avez pas les membres du FCC, c'est essentiellement le Cash, en commençant par le président de la République, le directeur de cabinet et tous les conseillers. Nous devrions exister comme ça et dire le gouvernement gère, est responsable devant le Parlement et la présidente de la République contrôle l'action gouvernementale. Peut-être ça aurait été mieux pour éviter les couacs. C'est pour cela les gens se posent c'est à la coalition mais avec des difficultés. Dieudonné Mounzé, les gens se posent des questions. Le job description du directeur du cabinet du chef de l'État. Est-ce qu'aujourd'hui, Vital Kamerhe agit-il en directeur de cabinet ou en homme politique en préparant 2023? Parce que beaucoup se disent, comparaison n'étant pas raison, bien sûr,
on regarde les autres pays, la RDC ne vit pas en vase clos, on ne connaît pas les directeurs de cabinet de plusieurs grands présidents de ce monde. Mais pourquoi, chez nous, en République démocratique du Congo, le directeur de cabinet s'exprime à tout vent, à tout bout de champ, et deux fois, ça pose problème par rapport au job description. Il agit là en tant que qui? En tant que directeur de cabinet du chef de l'État, en tant que président de l'UNC, en tant qu'homme politique. Est-ce qu'il n'est pas technocrate? Puisque c'est lui le cœur du système, comme on dit. Le directeur de cabinet est le cœur du système. Madame, lui vous n'êtes pas seul à avoir cette inquiétude ou cette préoccupation. Très souvent, quand j'échange avec nos compatriotes, j'entends la même préoccupation. Mais malheureusement, comme je vous ai dit, le FCC n'est pas la présidente de la République. Et le directeur de cabinet, c'est celui qui collabore avec le président de la République. Comme nous y sommes absents, moi comme communicateur du FCC, je crois qu'il s'agit d'une famille que je ne connais pas bien. Donc je ne peux pas parler d'une façon générale. dont je ne connais pas les réalités. D'une façon générale, Dieudonné Mounzi, vous êtes une élite, vous êtes un intellectuel. Est-ce qu'un directeur de cabinet doit ainsi passer dans les médias et s'exprimer? Ou c'est un technocrate? D'une façon générale, je ne parle pas de VK. Vous me tirez le verre de nez, vous voulez que je dise quoi? Vous êtes une élite, réfléchissons ensemble. Comme analyste politique. Exactement. Est-ce qu'un directeur de cabinet d'un chef de l'État doit-il être dans la lumière devant les caméras? Je vais être bref. Le directeur de cabinet, c'est un personnel politique du chef de l'État. Et comme collaborateur direct personnel politique, il est distinct du chef de l'État et il ne peut jamais faire ombrage au chef de l'État. J'aurais souhaité que les directeurs de cabinet actuels puissent jouer le jeu de tous ces directeurs de cabinet que j'ai connus, notamment Némi Mouilania, notamment Lumanu, notamment Beyasikou, notamment les anciens comme le Vundouawe, les anciens comme... ils sont nombreux. Ils sont nombreux qu'on ne connaissait même pas. Donc, je ne voudrais pas citer tout le monde. Donc j'aurais souhaité que le directeur de cabinet joue réellement le rôle de cette manière-là. Est-ce que l'actuel joue de la même manière? Je laisse à l'opinion d'apprécier. Nous allons parler maintenant de la dissolution du Parlement. Le mot a été lâché depuis Londres et les réactions fusillées. Vous avez suivi la position du président de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, qui n'a pas mâché ses mots, qui n'a vraiment pas eu la langue dans sa poche pour rétorquer au chef de l'État, et beaucoup disent que ça a été une indélicatesse, parce que Vital Kamerhe aussi a répondu à Janine Mabunda, et beaucoup disent c'est encore une indélicatesse, parce qu'un simple fonctionnaire ne peut pas répondre au numéro 2 de l'État, et donc ça a été comme ça, des réactions du tac au tac au sommet de l'État. Cash a réagi et le professeur Mbata aussi. Troisième condensé, mesdames et messieurs. Sultani Hotel, le cadre a été choisi pour abriter la cérémonie d'échange de vœux initiée par le cabinet de la présidente de l'Assemblée nationale. Presse nationale et internationale était invitée de Janine Mabunda. Cette dernière n'a pas échappé à la curiosité des journalistes. Il voulait avoir la position de la présidente de l'Assemblée nationale au sujet de la prétendue dissolution du Parlement par Félix Tshisekedi. Mabunda répond. S'agissant donc de ce sujet sur la dissolution, mon collègue du Sénat et moi-même, nous lui avons rappelé la ratio legis de l'article 148. Il ne faut pas jeter des articles de la Constitution en pâture à des incompréhensions ou des malentendus. L'article 148 parle bien de dissolution de l'Assemblée nationale, mais dans des cas précis. Faute de quoi, en fait, on serait dans une violation de texte, et la violation de texte est régie, en fait, par l'article 165 de la Constitution, qui dit que toute personne qui méconnaît notre loi fondamentale peut être exposée au cas de haute trahison, pour violation intentionnelle de la Constitution. Je ne cite que les articles, je ne prends pas position. Le chevalier de la plume voulait aussi en savoir un peu plus quant à la coalition FCC Cash. Pour Janine Mabunda, tout partenariat est un exercice délicat et difficile, mais il y a lieu d'espérer. S'agissant de la lutte contre la corruption, elle a promis un contrôle parlementaire efficace de mars prochain.
Bien avant, Janine Mabunda avait rappelé l'apport de la presse dans le combat pour l'effectivité de la démocratie en République démocratique du Congo. Elle a également promis plus d'ouverture aux médias pour l'accès à l'information. Plus d'éthique, de déontologie et de l'amour de la patrie sont les recommandations de la présidente de la représentation nationale à la presse nationale. Le président dit ne me poussez pas. C'est-à-dire qu'il estime que ce n'est pas opportun. Ne me poussez pas. Mais il a quand même constaté. Hein. Mais ce qu'il a dit, c'est quoi? C'est que la Constitution prévoit à l'article 148 que Félix Tshisekedi a le droit de dissoudre l'Assemblée nationale. Ça ne devait pas... Pourquoi ça doit provoquer des réunions nocturnes chez nos amis et qui sont mécontents? Est-ce que c'est possible? Mais c'est prévu dans la Constitution qu'il a le droit, c'est lui. L'unique personne, contrairement à d'autres régimes où c'est le Premier ministre qui prend l'initiative, dans notre système politique, c'est Félix Tshisekedi qui a le stylo pour dissoudre l'Assemblée nationale. Il n'y en a pas deux. Et vous rappelez qu'il a ce droit-là de dissoudre l'Assemblée nationale, ça devrait poser un problème. Parce que c'est le peuple lui-même qui l'a consigné dans la Constitution. Et il fera quand même d'un commun accord après avoir consulté les deux chambres du Parlement. Ah bon, il devra consulter les deux chambres. C'est un avis obligatoire et pas conforme. C'est-à-dire qu'il est tenu de les demander, mais il n'est pas tenu de le suivre. Je comprends, vous comprenez la nuance. Je comprends. Il y a plusieurs types d'avis. Cet avis-là, on dit, c'est un avis obligatoire, c'est un avis que vous êtes tenu de les demander, mais quand ces gens-là donnent leur avis, vous n'êtes pas tenu de les suivre. Vous leur dites seulement merci beaucoup. Je ferai ce que je peux faire. Il peut ignorer. Il peut ignorer. Et passer directement à l'action. Et passer à l'action. Pour Lambert Mende, il faut avant tout éviter de désacraliser la fonction président de la République qui se trouve au-dessus de la mêlée. Pour ce faire, il pointe du doigt une certaine diaspora. Dans la constitution congolaise, contrairement à d'autres constitutions, il n'est pas prévu de cas où le président puisse entrer en contradiction avec une autre institution. Quand il vient au Parlement faire ses messages, il n'y a pas de débat. C'est parce qu'on veut éviter de désacraliser cette institution suprême. Alors, quand nos frères dans la diaspora s'amusent à chercher à le faire parler sur des problèmes qui peuvent concerner l'Assemblée nationale, le gouvernement, les nominations des PDG, des ceci et tout ça, c'est vraiment une sorte de désacralisation qui n'est pas bonne en termes de constitution, le respect de la constitution congolaise. Le président est au-dessus de la mêlée et n'intervient que lorsqu'il y a un conflit persistant entre d'autres institutions, comme notamment le gouvernement, même s'il préside le gouvernement, et l'Assemblée nationale. La réplique à peine voilée de la présidente de l'Assemblée nationale avait-elle lieu d'être? Oui, estime l'ancien porte-parole du gouvernement. Elle a rappelé les principes qui sont écrits dans la Constitution. Elle n'a pas engagé un débat avec le président, elle a rappelé qu'il y a des conditions qu'il faut respecter pour prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale. Voulant visiblement renvoyer dos à dos les partisans des uns et des autres, Mende les appelle à prendre en compte la complexité de la donne politique congolaise. Il y a beaucoup de complexité au Congo qui échappe parfois à nos compatriotes. Moi, je suis un ancien de la diaspora, je sais tout ça. Ce n'est pas... ça se passe pas entre 2-3 000 personnes qui sont dans la diaspora. Ça se passe entre 80 millions de Congolais qui sont organisés à travers plus de 400 partis politiques, plus de 300 ethnies. Donc il faut vraiment tenir compte de cette complexité-là. Lambert Mende rappelle que le constituant a voulu créer une institution au-dessus de la mêlée, à savoir le président de la République, et par conséquent, il faut éviter de le ramener à des débats partisans.